au lendemain de la tenue ici à Yaoundé du sommet extraordinaire du Conseil de sécurité et de paix de l'Afrique centrale. Toute la sous-région unit ses forces contre les terroristes, mais la tension reste palpable sur le front. La nébuleuse poursuit ses attaques et nargue quotidiennement les forces de défense. Elle multiplie les incursions au Tchad, au Niger et au Cameroun. Sur place au Nigeria, les attentats succèdent aux destructions de villages. Et ce sont les populations qui payent le prix fort. Personnes enlevées, égorgées, pendues. À chaque passage de ces barbares, la désolation le dispute à l'horreur. Éric Benjamin Lamère. Cet engin blindé ayant appartenu par le passé à la police nigériane a été utilisé par Boko Haram lors de l'accrochage de lundi dernier entre des combattants du groupe terroriste et des soldats camerounais non loin de Ouaza. Outre cet engin blindé, les militaires camerounais ont récupéré un important arsenal de guerre. Le bilan de cette attaque qui a duré plusieurs heures fait état de 5 soldats camerounais morts et de près d'une centaine de Boko Haram tués. La situation reste donc très tendue sur le front de la guerre, où Boko Haram, malgré les nombreuses pertes subies, ne dépose pas les armes, bien au contraire. La secte a pour la première fois attaqué le Tchad et dévasté le village de Goubois sur les rives du lac Tchad. Il y a une semaine, ils ont effectué une entrée en force dans la ville de Gombe au Nigeria, faisant au passage de nombreuses victimes. Le Niger n'a pas été épargné par la furie meurtrière de ces fous de Dieu qui sèment la mort à tout va. 2 soldats tchadiens et 117 islamistes ont été tués au cours de violents combats avant-hier entre l'armée tchadienne et combattants Boko Haram à Dikwa, dans le nord-est du Nigeria, selon un bilan officiel de l'armée tchadienne. Selon le chef d'état-major de cette armée, 4 véhicules bourrés d'explosifs ont été détruits, ainsi que 142 motos. La ville de Dikwa est située à 50 km de Gambarou, à la frontière avec le Cameroun, une frontière où Camerounais et Tchadiens tiennent fermement leur position. On estime à au moins 13 000 le nombre de personnes tuées par Boko Haram depuis 2009. La victoire contre Boko Haram passe par la mutualisation des forces impliquées dans cette guerre contre le terrorisme. Les chefs d'État de la CEAC récemment réunis à Yaoundé sont tous sur cette longueur d'onde. C'est pourquoi ils ont très rapidement voté l'aide d'urgence de 50 milliards de francs CFA pour appuyer la lutte contre les terroristes. Maintenant, il est question de passer à la phase concrète sur le terrain. L'adversaire doit ressentir la puissance de frappe de ce consortium d'armées. De l'avis des experts, il faut activer en urgence tous les mécanismes de suivi de la CEAC, impliquer encore plus les populations dans le renseignement, collaborer étroitement avec la CEDEAO. Florence Meuque, éclairage. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC viennent de prendre des mesures fortes à Yaoundé contre Boko Haram. Parmi les stratégies arrêtées, une aide d'urgence de 50 milliards de francs et la création d'un fonds multidimensionnel dans les domaines de la logistique, de l'assistance humanitaire et des actions politico-diplomatiques. La mise en œuvre de ces engagements reste tributaire des mécanismes de suivi de la CEAC. Il s'agit pour les chefs d'État des pays membres de la CEAC et du COPAX de prendre rapidement les mesures indiquées, celles qui ont trait notamment à la mise en place de ce fonds multidimensionnel en vue d'un financement devant contribuer à appuyer l'action des armées qui sont déjà sur le terrain contre Boko Haram. Au-delà du suivi, il faut activer les volets financiers et diplomatiques. Il est important également dans le souci de renforcer cette lutte que les chefs d'État de la CEAC agissent rapidement afin que soit tenu un sommet bipartite avec les pays de la CEDEAO, parce que ce sont ces 2 zones communautaires qui sont concernées par la menace qui s'exprime. L'idée de mettre en place un fonds multidimensionnel exprimait la volonté des États de la CEAC de ne pas être complètement dépendants de l'appui extérieur en matière financière. Ça peut même faciliter aussi les appuis extérieurs parce que les éventuels bailleurs de fonds sauront que ces pays ont déjà eu à prendre eux-mêmes des mesures. Les exactions perpétrées contre les populations civiles, les destructions des biens ainsi que la dégradation de la situation humanitaire appellent à une mobilisation concertée. La solution militaire n'est pas suffisante, la solution sécuritaire non plus.
l'action contre Boko Haram et les groupes apparentés est une action complexe qui doit impliquer non seulement les États, non seulement les organisations internationales, mais aussi les populations et la société civile. Il est essentiel d'associer les populations, particulièrement celles des zones frappées par cette menace, parce qu'on ne peut pas engager la mobilisation contre le terrorisme dans cette partie du Sahel sans impliquer fortement les populations. La stratégie de la CEAC contre la secte est connue. Reste à mettre la machine en branle pour l'opérationnalisation de cette forte volonté de la communauté. Le dialogue interreligieux comme ciment de la paix et de la tolérance, c'est la bonne parole portée aux populations de l'extrême nord du Cameroun. L'association camerounaise pour le dialogue interreligieux Akadir vient d'achever une tournée dans la région. La délégation de l'Akadir était conduite par son président, Adamou Ndamjoya. Outre les échanges avec les dignitaires religieux de l'extrême nord, l'Akadir a effectué une descente dans le camp de réfugiés de Mina. 30 000 personnes y cohabitent. Dans les bagages de l'Akadir, du réconfort dans une prière interreligieuse pour la paix au Cameroun, mais également des dons en denrées alimentaires pour le camp de Minawao. Le reportage d'Alexis Guidiarton. La région de l'extrême nord traverse une situation sécuritaire préoccupante. La lutte pour la contenir doit se faire sur plusieurs fronts. Et les religieux dans leur domaine proposent le dialogue entre les différentes confessions. Et c'est d'ailleurs la principale mission dévolue à l'antenne régionale de l'Akadir. Dieu est amour, il est paix. C'est cela qui doit habiter d'abord les responsables. Et qu'ils cultivent cette paix en eux. Qu'ils font de leur entendement, de leur intelligence, le siège de la lumière divine. Qu'ils font de leur volonté le siège de l'amour divin. Et qu'ils font de leur mémoire, de la mémoire, celle de la connaissance divine. Ces préoccupations du président national, auxquelles il faut ajouter celle du secrétaire général des services du gouverneur, amènent la nouvelle équipe à mesurer l'ampleur de la tâche. Nous pensons être à la hauteur de la tâche, en ce sens que chacun apportera de son expertise et le mettra au service de l'Akadir, afin que cette mise en place connaisse un départ élogieux et des résultats qu'on pourra récolter d'ici une période donnée. Pour joindre la parole à l'acte, la délégation conduite par le docteur Adamou Ndamjoya est allée au camp de Minawao à la rencontre de quelques 30 000 réfugiés. Entre remise des dons et visite des lieux, le pensionnaire de quelques minutes ne peut que prodiguer des conseils. Nous devons tout faire pour qu'il n'y ait plus de guerre. Nous devons tout faire pour qu'il y ait la solidarité, la fraternité. Nous avons tout. C'est une ville de près de 32 000 habitants que nous avons ici, dans des conditions difficiles. Mais nous nous disons que c'est temporaire. La guerre va finir. Et puis les uns et les autres, il faut rentrer dans leur famille pour continuer la vie de famille. Au camp de Minawao, les visiteurs ont invoqué le ciel pour les réfugiés, mais aussi pour la paix au Cameroun. La communauté paroissiale de la mission catholique centenaire de Minlaba, dans le diocèse de Mbalmayo, est en pèlerinage. Cette troisième édition est effectuée pour apporter un soutien moral et spirituel et même mystique aux forces de défense engagées dans la lutte contre ce qu'ils appellent là-bas la secte satanique Boko Haram. Il s'agit à travers des prières, des pénitences et autres sacrifices physiques de renforcer l'efficacité et la foi des hommes sur le terrain. Les fidèles de Minlaba implorent le secours divin pour les armées camerounaises et tchadiennes. Le pèlerinage a effectivement commencé sur la colline d'Onvolier ce matin sous la conduite spirituelle de l'abbé Michel-Marc Mvomo, le curé de Minlaba. Voici le reportage de Pierre Biyinamarga. Ces pèlerins qui se trouvent ici, à la place des 3 statues d'Onvolier, viennent de la mission catholique Marie Refuge des pécheurs de Minlaba, dans le diocèse de Mbalmayo. La 3e édition du pèlerinage Onvolier-Minlaba est spécialement effectuée pour apporter un soutien aux forces de défense au front contre Boko Haram. Nous avons pensé qu'il faut apporter un soutien moral, spirituel et même mystique à nos forces de défense qui sont actuellement au front. Nous croyons en la communion des saints
Ça signifie que, étant ici, nous sommes à mesure, à travers nos prières, leur communiquer une force, leur communiquer un courage qu'ils n'ont jamais eu. Pour cet événement de foi chrétienne, il y a eu récitation du rosaire au pied de la croix, marche pénitentielle, visite des tombes des pionniers de la foi au Cameroun. Nos seigneurs Fitter, Vort et Jean Zoua. Le couronnement, c'est cette messe célébrée à la paroisse Saint-Laurent d'Mvoli. Encadré par la vieille gloire du cyclisme Joseph Kono, des pèlerins ont enfourché le vélo pour une communication spéciale avec les forces de défense. Nous allons faire pénitence et Dieu va leur permettre désormais de trouver une stratégie originale pour mettre KO Boko Haram. Cet acte de solidarité à l'endroit de nos forces de défense va connaître son apothéose dimanche à 11 h au cours d'une messe pontificale que va célébrer Monseigneur Adalbert Ndiana, évêque d'Mbalmayo. En marge de la tenue à Yaoundé depuis hier de la 3e session du comité de sécurité transfrontalier à Cameroun-Nigeria, le Premier ministre a reçu en audience le chef de la délégation nigériane à ses travaux. Le général Samuel John Babatunde a échangé avec Philémon Nian de l'évolution des travaux en cours. Tous deux ont salué les efforts comme mis en œuvre pour parachever le processus de démarcation des 2000 km de frontière entre le Cameroun et le Nigeria. La question de Boko Haram a occupé les échanges, mais en plus, le général Babatunde et le Premier ministre Philémon Nian n'ont pas éludé les autres sources de préoccupation. La circulation des personnes et des biens, la contrebande, la prolifération des armes de guerre, la piraterie maritime. Cette 3e session du comité de sécurité transfrontalière Cameroun-Nigeria s'achève demain à Yaoundé. Le président de l'Assemblée nationale, lui également, a reçu aujourd'hui une série de diplomates. Les ambassadeurs de Tunisie, des États-Unis, le haut-commissaire du Canada au Cameroun ont rendu visite à Kava-Yégué d'Ibril. Entre autres sujets évoqués au cours de ces audiences, la lutte contre le terrorisme, c'est un sujet qui inquiète les chancelleries et elles tiennent à dire leur soutien au Cameroun dans la lutte contre ce fléau. Au-delà de cette expression de solidarité, il s'agissait pour Abderrazak Lamdoulsi, l'ambassadeur de Tunisie, de faire ses adieux au président de l'Assemblée nationale. Le compte-rendu de Séverin Alégambélé. Une intense activité ce jeudi au cabinet du président de l'Assemblée nationale. 3 chefs de mission diplomatiques, dont l'ambassadeur de Tunisie, l'ambassadeur des États-Unis et le haut-commissaire du Canada, ont été reçus en audience par Kava-Yégué d'Ibril. 3 représentants des pays amis, préoccupés plus ou moins par la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment au Cameroun. Nous avons parlé du défi de Boko Haram et nos efforts d'éliminer cette menace et défendre la population et la frontière de Cameroun. Durant cette audience, on a parlé de l'excellence des relations tuniso-camerounaises qui évoluent très positivement. Les échanges commerciaux ont doublé de 2010 à 2014. Au-delà des questions relatives à la lutte contre le terrorisme, les diplomates du Canada et des États-Unis ont visiblement mis ces audiences à profit pour évoquer les programmes de coopération ayant trait à la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Nous sommes membres de plusieurs organisations comme la francophonie et aussi le Commonwealth. Il y aura certainement encore des possibilités de coopération au sein de ces organisations et aussi nous allons discuter un peu la possibilité de suivre une formation au Canada, aux chambres communes. Il y a la promotion des investissements. Bien entendu, le redéploiement géostratégique de ces puissances de l'Amérique du Nord dans la sous-région de l'Afrique centrale. L'expertise russe en matière de protection civile offerte au Cameroun, le vice-ministre des situations d'urgence est en visite de travail au Cameroun. Yuri Braznikov a été reçu ce matin par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation René Sadi, un échange qui a porté sur la concrétisation de la coopération en la matière entre les deux pays. Moscou s'engage à apporter à Yaoundé du matériel de protection civile. La Russie accompagnera également le Cameroun dans la prise en charge des réfugiés qui affluent aux frontières Est et Nord. Compte rendu Françoise Coquituès.
Accueilli à son arrivée hier à Yaoundé par le ministre délégué Jules Doré-Ndongo, la première visite du vice-ministre russe des situations d'urgence est tout naturellement au ministre de l'administration territoriale, René-Emmanuel Sadi, tutelle de la direction de la protection civile au Cameroun. Le but principal de notre visite, c'est témoigner de l'assistance humanitaire à un secteur de la coopération civile pour affronter les crises se trouvant au Cameroun. Et il s'agit d'une grande gamme d'équipements russes, de la technologie en ce qui concerne l'équipement de sauvetage, de secours. On va fournir ici les véhicules pompiers, les systèmes de purification de l'eau, les compresseurs, et aussi on va subministrer l'équipement bureautique pour la formation des spécialistes camerounaises dans la demande de la protection civile. Il s'agit aussi du deuxième projet de l'assistance humanitaire. C'est une aide humanitaire qui consiste en envoi au Cameroun les vivres en faveur des réfugiés se trouvant sur le territoire camerounais. Il s'agit de l'huile tournesol qui va venir avec un cargo du ministère des Urgences russe ce soir-ci. La cérémonie de remise solennelle de l'équipement et de l'assistance humanitaire russe au Cameroun aura lieu ce vendredi à l'hôtel de ville de Yaoundé. Malgré son statut de capitale du Cameroun, Yaoundé compte encore de nombreuses rues et ruelles en très mauvais état. Plusieurs quartiers sont desservis par des pistes dont l'aspect n'a rien d'avenant. Dans certains cas, il s'agit de chantiers abandonnés. Tenez par exemple à Emana, Bonnefontaine ou à Tongolo. Il y a des rues qui étaient en chantier et puis un matin, plus rien. Et c'est à ce moment que commence le calvaire des habitants. Entre poussière et boue, aucune saison ne leur laisse du répit. Voici le reportage d'Adrien Babaïgué. Au lieu d'Emana Bonnefontaine, un autre jour s'est levé, mais la route censée être bitumée depuis le mois de septembre 2014 reste égale à elle-même depuis quelques mois quand l'entrepreneur a abandonné les travaux. Selon les habitants rencontrés, ce n'est pas la première fois que cette situation est observée ici. Il y a déjà eu 3 sociétés qui sont passées ici. La première société a commencé les travaux. C'est cette société-là qui a fait ses récoltes en 2006. Ils sont partis. La deuxième est venue. Elle est venue racler un peu. Elle est partie. La dernière qui est venue, c'est elle qui est venue planter ces plaques-là. Les plaques que vous voyez là-bas. Ces plaques ont été plantées depuis le 9 avril 2014. Le dernier entrepreneur avait pourtant 5 mois pour bitumer enfin ce kilomètre de route. Les matériaux abandonnés le long du chantier constituent un danger pour les usagers. Même le second entrepreneur chargé de poursuivre les travaux sur ce tronçon est porté disparu. La même histoire est vécue ici au carrefour Bamoun, au quartier Mbala 4. L'entrepreneur avait 2 mois pour améliorer la mobilité des populations entre octobre et décembre dernier. 2 mois après la fin des travaux supposés, l'objectif n'a pas toujours été atteint. Depuis octobre dernier, cette route a été commencée. Ils ont commencé à travailler les rigoles. Bon, ils ont abandonné pendant un certain temps. Ils ne sont pas contents pour ça parce qu'il y a trop de poussière. Ils n'ont pas bien faire leurs travaux, les très petits. On n'a pas cassé comme on voulait. Il fallait qu'on le casse très bien. Ils n'ont pas cassé. Ils ont cassé d'autres côtés. Ils n'ont pas cassé de l'autre côté. Parce qu'ils ont peur peut-être des autorités. Les chantiers de construction de routes abandonnés dans la capitale Yaoundé ont le même scénario. Dossier monté, financé, mais projet pas achevé. Les populations n'ont que leurs yeux pour pleurer, mais à qui la faute? Il y a quelques années encore, ils étaient un vrai phénomène urbain, les cybercafés. Ils offraient un accès à la modernité et de bonnes affaires pour les promoteurs. Et puis sont venus les callbox, ces cabines téléphoniques ambulantes avec recharge de crédit. Pour l'un et pour l'autre, l'âge d'or semble passer. L'affluence est en berne et les profits rares. Cybercafés et callbox ont été victimes de l'environnement qui a favorisé leur éclosion. L'évolution technologique. Les opérateurs de téléphonie mobile proposent désormais des forfaits d'appel et des facilités d'accès à Internet. L'activité évolue donc en dents de scie. Reportage de Karine Olivia Bitt.
Guy René est le gérant de ce cybercafé situé au carrefour Jamou à Yaoundé. En quelques mois, il a vu sa clientèle diminuer et son chiffre d'affaires baisser de manière drastique. On a perdu même les 55%. L'activité des smartphones ou bien la venue des smartphones a réduit justement les recettes des cybercafés. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un smartphone, on a des possibilités de surfer, quel que soit le milieu où on se trouve. L'accès au web est de plus en plus facile. Les opérateurs proposent des options qui permettent un accès à Internet à des prix abordables. Aujourd'hui, avec seulement 300 francs CFA, il est possible de rester connecté une journée entière. Emmanuel, lui, a compris que la situation est grave et qu'il faut agir vite pour éviter la faillite. Il s'est débarrassé de quelques ordinateurs pour diversifier les activités. On est obligé d'associer au cyber d'autres petites choses pour s'en sortir. On est obligé de vendre un peu de la boisson gazeuse. Compte tenu de l'évolution des choses, on pourrait dans un futur proche fermer le boutique ou alors être obligé de changer complètement d'activité. Cette perte de vitesse touche également les callbox. L'activité n'est plus rentable aujourd'hui. Les forfaits proposés par les opérateurs de téléphonie mobile permettent de multiplier le crédit par 5, voire par 10. Les gérants de ces kiosques téléphoniques, eux aussi, ont vu leur chiffre d'affaires baisser sérieusement. Le chiffre d'affaires a baissé. Il a baissé pratiquement de 35%. Par jour, on faisait pratiquement 120 000, 150 000. Peut-être sur une semaine, on peut faire comme ça 3 fois avant. Mais aujourd'hui, pour arriver à cela, c'est difficile. Ce n'est pas comme avant. Maintenant, là, c'est baissé. Ce n'est pas comme avant, on est gaillard. Les affaires vont mal pour ces tenanciers de callbox et cybercafés. Ils pourraient subir le sort des cabines téléphoniques qui ont disparu au Cameroun avec l'arrivée des téléphones portables. Des larmes et des grincements de dents à Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa, la communauté urbaine a entrepris de démolir les constructions anarchiques dans la ville. Des gros engins ont investi les zones marécageuses à proximité du collège Maznot. Ils ont également fait des dégâts au quartier Transcam. Cette série de démolitions fait suite à une phase de sensibilisation menée auprès des occupants des zones impropres à la construction. Les populations qui ont fait bien évidemment la sourde oreille alors. Maintenant, elles poussent des cris d'orfraie au passage des engins. Le reportage de Mohamed Nana, CRTV, Adamawa. La terre appartient au gouvernement. Il est temps que je meure ici, monsieur le délégué. Il est temps. J'ai 7 enfants, monsieur. J'ai 7 enfants. J'ai 7 enfants. Tout j'ai économie. Mieux faut mourir. Mon Dieu. Mon Dieu, mieux faut mourir. Pleurs et grincements de dents. L'opération coup de poing lancée par la communauté urbaine de Ngaoundéré contre les habitations anarchiques fait des victimes. Trop c'est trop, semble dire le délégué du gouvernement. Passé la phase sensibilisation, l'heure est maintenant la répression. Nous avons quand même patienté pour laisser quand même le temps aux uns aux autres de nous comprendre. Finalement, on comprend que s'il n'y a pas de répression, ils ne pourront rien faire. En face du lac Transcam, villas et maisons cossues se dressent fièrement sur une montagne entre plusieurs rochers. Sur le sommet, quelqu'un est venu construire une maison en dur. Par 2 fois, on a cassé des maisons provisoires et maintenant c'est une maison en dur. Je pense qu'il y a lieu de passer à une répression vive. Non loin du collège de Maznot, des maisons telles des champignons sortent de terre dans cette zone marécageuse. Malgré la mise en demeure adressée aux propriétaires, certains semblent faire la sourde oreille. Et je suis sûr que c'est le Cameroun. Parce que la manière qu'on m'avait répondu au bureau, c'est comme si j'avais un moi. Moi, je ne suis pas là. Quand on a cassé, non. Je suis arrivé au bureau, le gars me frustre. Lui, c'est un monsieur comme moi. Mais quand j'arrive dans son bureau, il me frustre. Pour la communauté urbaine, cette opération ira en s'intensifiant. Question de faire appliquer la loi et surtout de redonner à la ville de Ngaoundéré un visage plus avenant.
Nous parlons d'autre chose à présent. Le ministre de la Santé publique était aujourd'hui à l'hôpital de référence de Sang-Mélima dans la région du Sud. Il est ouvert aux patients depuis 45 jours. Malgré cette ouverture, André Mamafouda a pu se rendre compte qu'il y a encore du travail pour donner à cet hôpital toute sa splendeur et au-delà son efficacité dans la prise en charge des malades. Au terme de cette visite, le ministre a encore prescrit des directives pour que cette formation sanitaire cesse d'être un chantier permanent. Voici le reportage de Lucie Colette à Voulou. À l'hôpital de référence de Sang-Mélima ce jeudi, le ministre de la Santé publique a élevé le ton. André Mamafouda a dit son mécontentement face aux différents prestataires. Il y a deux comportements pour lesquels nous avons du retard. Il s'agit du bloc imagerie où certains équipements complémentaires ne sont toujours pas en place. Et nous avons des blocs opératoires où le même prestataire a également des travaux restants à réaliser. Malgré ces manquements, cette formation sanitaire dans la forêt du Sud profond prend déjà ses marques depuis son ouverture aux malades en janvier dernier. À l'état actuel, nous avons déjà reçu 816 patients en consultation externe. Il faut ajouter à ce nombre des hospitalisations. Depuis 2 semaines, on a eu notre premier enfant. Et pour qu'il soit véritablement un hôpital de référence digne de ce nom, tous les services doivent être fonctionnels et le plus tôt possible. Les prestataires étant tous désintéressés, il faut agir. André Mamafouda promet que l'usage de la carotte est désormais révolu. Les sanctions vont bientôt tomber. Vivement un autre visage pour un meilleur rendement de cet hôpital de référence de Sang-Mélima dans le département du Djaïlobo. MTN Cameroun prime l'excellence académique dans les domaines de l'ingénierie et des télécommunications. L'entreprise de téléphonie mobile a octroyé hier des bourses d'excellence aux meilleurs étudiants de l'École nationale supérieure polytechnique et de l'École nationale supérieure des postes et télécommunications. En tout, 5 millions de francs CFA pour chacune des écoles. Ces bourses d'excellence de MTN Cameroun visent à promouvoir les talents et la créativité des élèves ingénieurs. Voici Dieudonné Zra qui nous propose ce public reportage. MTN Cameroun réaffirme sa détermination à favoriser de meilleures conditions d'études aux étudiants des écoles partenaires à travers la remise de ce chèque de 5 millions de francs CFA. Il s'agit cette année de 100 boursiers pour l'École nationale supérieure polytechnique et 45 pour l'École nationale supérieure des postes et télécommunications. Pour ces ingénieurs et techniciens de télécommunications qui se sont distingués au cours de l'année académique 2013-2014, cette bourse d'excellence est une aubaine. Cette bourse va me permettre d'amortir les dépenses parce que la formation ici c'est quand même 525 000 francs par an et quand on a une bourse comme ça, ça permet d'alléger la tâche. L'entreprise citoyenne MTN Cameroun exhorte d'autres étudiants à travers cette initiative à plus de rigueur dans le travail et à la quête du mérite. Nous soutenons les institutions camerounaises parce que la plupart de nos talents aujourd'hui sont issus de ces institutions. Cette collaboration avec l'École nationale supérieure de postes et télécom date de 2003. Nous avons plus de 45 employés MTN, parmi eux les hauts cadres qui sont issus également de l'école. L'entreprise leader de téléphonie mobile au Cameroun entend aussi contribuer à la réduction du taux de chômage chez les jeunes. Un sentiment de reconnaissance à l'endroit de cette entreprise qui est une entreprise citoyenne qui vient ici nous aider à célébrer l'excellence au sein de cette institution. Jean-Marie Ndongo a aussi émis le vœu de voir ses meilleurs étudiants recrutés en priorité par MTN Cameroun. Installé au Cameroun depuis février 2000, MTN, qui compte plus de 5 millions d'abonnés, a déjà créé quelques 200 000 emplois indirects.
En sport, la FECAFOOT comme dans une cour des miracles. L'élection du président de la Fédération camerounaise de football prévue mercredi prochain est compromise. Le coup de théâtre est venu du tribunal arbitral du sport cet après-midi. Le TAS déclare nul l'Assemblée générale de la FECAFOOT d'il y a 2 ans. C'est celle-là même qui a adopté les statuts et le code électoral en vigueur pour l'élection programmée le 25 février prochain. C'est donc tout le processus qui est ainsi remis en cause. Le tribunal arbitral du sport entérine en fait la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Alors que va-t-il se passer? Le président du comité de normalisation, Joseph Ouna, était face à la presse cet après-midi à Yaoundé. Reportage Wilfried Kotou. C'est un nouveau pavé dans la mare électorale de la Fédération camerounaise de football. Au siège de la FECAFOOT, le professeur Joseph Ouna, président du comité de normalisation, annonce à la presse le verdict du TAS. L'appel a été rejeté, l'appel de la FECAFOOT. La sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun en date du 30 octobre 2014 sont confirmés. Face à cette nouvelle donne, que va faire le comité de normalisation? On peut également contester les décisions du TAS devant le tribunal fédéral suisse. Une autre voie s'offre à nous, c'est de prendre note de la décision du TAS et en tirer les conséquences. Nous saisirons la FIFA, nous nous concerterons avec eux et nous serons à leur disposition pour la suite des événements. Rappel des faits, le 30 octobre 2014, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du CNOSC avait invalidé la résolution de l'Assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT tenue à Yaoundé le 23 août 2014, notamment les statuts et le code électoral. Cette sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage remettait ainsi en cause tout le processus électoral enclenché par le comité de normalisation. En confirmant cette sentence, le TAS fait peser un épais nuage d'incertitude sur l'Assemblée générale élective annoncée pour le 25 février prochain. Le tribunal arbitral du sport, connu sous l'acronyme TAS, est une institution internationale basée à Lausanne qui sévit en matière d'arbitrage et de médiation dans le domaine du sport. Cet organe créé en 1981 par le CIO a été désapprouvé par la FIFA qui a finalement reconnu sa compétence en décembre 2002. En sport, dans les stades, à présent, une autre mauvaise nouvelle pour les Lionceaux engagés à la CAN Cadet 2015 à Niamey au Niger. C'était le deuxième match à ne pas perdre ce soir pour espérer rester dans la course. Face aux éléphantaux de Côte d'Ivoire, les Lions n'ont pas relevé le défi. Ils viennent de se faire battre 1-2 par la Côte d'Ivoire. Donc, on y a pourtant cru jusqu'à la deuxième mi-temps. Les Lionceaux menaient alors 1-0. À présent, les carottes sont cuites et l'aventure de la CAN de moins de 17 ans va s'achever ainsi sans panache pour nos Lionceaux. 2 matchs, 2 défaites. Et voilà qui met fin à cette édition du journal télévisé du 20h30 de ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute et d'avoir regardé. Rendez-vous lundi pour Valérie et moi, mais dès demain, retrouvez une autre équipe du journal sur ce plateau du 20h30. Bonsoir, bonsoir Valérie. Bonsoir, bonsoir. Et c'est surtout Lucrèce et Atabadine qui seront là. Lucrèce Moudou-Djamba et Atabadine Oumar qui seront là demain. Bonsoir Evelyne, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir.